C'est bon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour un partage d'expérience afin de montrer en quoi l'espace a un lien avec les conduites à risque et son aménagement peut déjà participer à leur prévention ou en tout cas a un impact dessus. Donc c'est pour cela en fait, que nous avons le plaisir d'accueillir Gabrielle Vernouillet, donc, qui est évaluatrice des impacts sur la santé à l'Observatoire parisien de la santé environnementale de la ville de Paris, qui nous présentera la démarche des évaluations des impacts sur la santé. Et on a Charlotte Kansky, qui est responsable de la prévention à la Ligue contre le cancer, qui nous présentera l'exemple de l'aménagement des espaces sans tabac. Donc on vous propose en fait qu'il y ait un premier temps de questions de 5 minutes après la présentation de Gabrielle et plus un échange important après la présentation de Charlotte. Voilà. Donc merci beaucoup à vous d'être là et puis je vais laisser la parole à Gabrielle. Bonjour, alors merci à tous pour votre présence et peut-être même aussi votre ouverture d'esprit, parce que ce n'est pas forcément le cœur de vos métiers ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc merci à vous. Donc, je me présente, moi je suis Gabrielle Vernouillet, je travaille à la direction de la santé publique à la ville de Paris, plus précisément donc à l'Observatoire parisien de santé environnementale. Et donc je réalise des évaluations d'impact sur la santé. Et je vais vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. En fait, et ma présentation va être un peu composée en deux parties. Une première partie où je vais vous parler des évaluations d'impact sur la santé, comment on les construit à la ville de Paris. Et dans un deuxième temps, je vais vous un peu évoquer comment on prend en compte la santé mentale dans des projets d'aménagement, avec des exemples concrets. Alors tout d'abord, les évaluations d'impact sur la santé. Qu'est-ce donc les évaluations d'impact sur la santé sont ou encore appelées EIS. C'est donc une démarche sur un plan, un programme ou une politique qui vise à considérer la santé. La santé, dans une définition large de santé bien-être, celle qui est celle de l'OMS, une santé où on a, en plus d'avoir une absence d'infirmité, de pathologie et de maladie, on est aussi dans une bonne santé mentale. La démarche de IS, c'est une démarche qui est préconisée par l'OMS, qui est donc une démarche qui est très normée, qui est un outil qui est considéré comme un outil pour réduire les inégalités sociales de santé, basé sur des données probantes, que je vais vous expliquer un peu plus tard. Elle est opérationnelle, donc elle vise vraiment, en bout de ligne, à proposer des actions concrètes. Elle est volontaire, ça veut dire qu'elle n'est pas réglementaire, il n'y a pas d'obligation pour une collectivité de demander une évaluation d'impact sur la santé. Petite précision aussi, les évaluations d'impact sur la santé, comme le nom ne leur indique pas, elles arrivent en amont d'un projet. Elles n'arrivent pas à l'issue du projet. Et quand je parle de projet, en fait, ici, à la ville de Paris, on va parler plutôt de projets d'aménagement urbain, bien que, comme je vous l'ai dit, on pourra avoir des EIS sur tout un tas de projets différents. Mais ici, principalement à la ville, on travaille sur des projets d'aménagement urbain et ça peut être amené à évoluer. Donc, comme je vous le disais, elle est volontaire, elle peut être participative, on va le voir un peu plus tard, donc en mobilisant des habitants, et on va couvrir tout un champ, plusieurs champs disciplinaires des différents déterminants de la santé. Alors, je suis perdue avec tous les machins. Ok. Donc, en fait, les EIS, ça part d'une volonté assez forte des élus de la ville de Paris qui, dès 2015, intégraient le fait de faire des EIS dans les fiches actions du plan parisien de santé environnementale en 2015. Donc, il y avait 2 fiches actions où on recommandait les EIS. En 2016, 2 personnes à ETP à temps plein étaient mobilisées pour faire des EIS à la ville de Paris. En 2023, aujourd'hui, même 2024, pardon, depuis 2023, on est 4, donc il y a une croissance de ces EIS. Dès 2018, en fait, on avait notre première commande par la direction de l'urbanisme pour qui nous saisit, pour faire une EIS sur les portes du 20e.
Et les EIS étaient également inscrites en 2018 au contrat local de santé. Elles ont été ensuite inscrites en 2024 au plan local d'urbanisme bioclimatique. Et on a même une EIS en 2023 qui a été commandée par le Conseil de Paris, le EIS Bercy-Charenton. Donc vous voyez leur popularité qui justifie aujourd'hui qu'on soit 4 personnes à faire des EIS. Donc en fait, réaliser un aménagement urbain pour une ville, ça peut être une bonne opportunité pour considérer la santé. En fait, puisqu'on a plusieurs leviers. On a des leviers, on va pouvoir rapprocher les habitants de l'offre de services, l'offre culturelle, l'offre de soins. On a des leviers pour jouer sur leur cadre de vie en rapprochant des espaces verts, en jouant sur la sécurité des déplacements, en favorisant des mobilités douces ou en encourageant le lien social, en créant des zones de rencontre. On peut jouer aussi sur la qualité des milieux, donc en limitant l'exposition des populations à des nuisances sonores ou bien de qualité d'air. Donc un projet urbain, c'est vraiment une opportunité pour une collectivité à saisir pour améliorer la santé mentale et physique de ses habitants et des usagers. Donc les EIS, elles s'inscrivent. Alors, les EIS, vous voyez c'est la cartographie des EIS qu'on a réalisée depuis 2018. Je dirais même plus des accompagnements santé, parce qu'il y en a, pour certains, c'est pas tout à fait des EIS. Donc en rouge, ce sont les EIS qu'on a terminés. Donc vous voyez, il y en a 4, 5. En cours, on en a 2. Une porte de la Villette, une dans la ZAC Bercy-Charenton. On a des particularités aussi d'avoir accompagné techniquement des EIS qui étaient menés par des bureaux d'études, mais que nous accompagnons à la demande d'un aménageur privé, Espace Ferroviaire. Et puis là, actuellement, il y a une EIS qui est en cours, qui est pilotée par la DSP, mais réalisée par un prestataire. Et quand on regarde la cartographie, enfin quand on regarde ici la carte en bleu des QPV, on peut voir que ces EIS, en fait, elles sont sur des mêmes zones géographiques. C'est ainsi qu'on peut dire que les EIS s'inscrivent dans la lutte contre les inégalités territoriales, sociales et environnementales de santé. J'ai aussi superposé sur cette carte que vous voyez ici. Ça correspond à la cartographie des zones de défaveur. Plus précisément, du coup, la zone de fragilité en santé environnementale. Donc on a identifié des endroits où les habitants étaient particulièrement soit surexposés aux pollutions et aux nuisances, donc air, bruit, habitat à risque, ou encore avaient une moindre accessibilité aux aménités, telles que les espaces verts ou bien l'offre en médecine générale. Donc en fait, on a regardé de l'immeuble à l'espace vert la distance. Et quand les distances étaient plus longues, on a considéré qu'il y avait une défaveur, les uns par rapport aux autres à Paris. Qui était aussi pris en compte avec la vulnérabilité de la population, donc les moins de 5 ans, les personnes âgées, les bas revenus et les affections de longue durée. Ça, c'est une cartographie qui a été réalisée par une de mes collègues de l'OPSE en collaboration avec l'APUR en 2019. Alors, les EIS... je vais donc vous présenter un peu plus leur méthodologie, comment est-ce qu'on les construit à la ville. Comme je vous le disais, d'abord, on est saisi. Donc, on est saisi, du coup, comme c'est des projets d'aménagement urbain, on est saisi par la direction de l'urbanisme. On a été saisi exceptionnellement par le Conseil de Paris aussi. Et assez rapidement, on met en place une équipe de fonctionnement pluridisciplinaire. Donc,
qui va compter nos collègues de la santé, les référents territoriales de santé à la ville, leur homologue dans le domaine du social. Quand c'est pertinent, quand il y a donc un quartier politique de la ville, on va mobiliser les équipes de développement local. Et puis, bien sûr, la chef de projet d'aménagement de la direction de l'urbanisme. Très souvent, on travaille aussi donc avec l'aménageur. Et puis après, on va avoir différentes collaborations avec la mairie d'arrondissement, les bailleurs sociaux, un architecte coordinateur quand il y en a un, la gestion urbaine de proximité, ou encore, si on a une proximité immédiate avec d'autres collectivités, on va travailler aussi, on va aller vers ces autres collectivités. Donc on a une équipe qui est quand même assez pluridisciplinaire. Donc l'avantage, c'est bien sûr de sensibiliser du coup aux thématiques de santé ces interlocuteurs différents, et puis même entre nous de faire de la transversalité et du coup de chacun amener ses sujets avec du coup différentes facettes, différentes façons de l'aborder. On va donc avoir, on a deux copiles, un copil de cadrage, donc les grands axes de l'EIS, un copil final où on va valider les actions. L'intérêt donc de ce copil, c'est la présence des élus qui vont donc valider les grands axes sur lesquels on va développer notre IS et qui vont ensuite valider aussi les recommandations, ce qui va donc nous assurer un certain portage de nos actions. On produit bien sûr tout un tas de livrables intermédiaires en amont de la validation finale de nos recommandations. Pour les construire, donc notre première étape, ça va être de réaliser un portrait des enjeux de santé et des populations vulnérables. Là, à cet endroit-là, on va donc à la fois utiliser des indicateurs quantitatifs, donc issus de l'INSEE, issus de données de la ville de Paris, donc par exemple l'accidentologie à la ville de Paris. Ça peut être aussi les interventions qu'il peut y avoir, par exemple au niveau des rats, au niveau des puces de lit. Et puis, et des indicateurs, on va aussi avoir des données qualitatives, donc sur la base d'entretien, avec des acteurs du territoire. Donc on en fait entre 15 et 40 selon les thématiques. On fait des visites de sites et tout ça va nous permettre du coup de mettre en avant les problématiques, les enjeux de santé clés sur ce territoire et d'identifier aussi la population vulnérable. Peut-être que je n'ai pas précisé, c'est que donc le territoire, de quel territoire on parle, on va commencer à travailler sur un territoire qui va considérer évidemment en son cœur le projet d'aménagement urbain. Souvent, on a travaillé quand même sur des gros projets. C'est pas juste un bâtiment, ça va être quand même des territoires un peu plus grands. Et on va prendre en compte en fait tous les, une couronne d'iris. Alors pour ceux qui connaissent pas, en tout cas, c'est des couronnes de population qui sont juste à proximité immédiate de ce projet d'aménagement, puisque c'est des gens qui vont bénéficier de ces futurs aménagements en tant qu'usagers ou qui vont les traverser, donc ils peuvent avoir des attentes et des besoins. Donc vous voyez, on peut donc mener des entretiens, on va avoir des cartographies, on va utiliser les cartographies d'exposition au bruit, de bruit par rive, d'air par rive pour la qualité d'air. On fait nous-mêmes des cartographies, comme par exemple ici celle de l'offre de soins. On a ensuite, au moment de l'EIS, dans l'étape d'après le portrait, on a des grands axes qui se sont démarqués. On va essayer d'affiner et d'aller travailler plus loin sur ces thèmes-là. Et on a tout un tas d'outils qu'on va pouvoir mettre en place. On peut faire notamment des démarches participatives. Là, je vous ai illustré la marche exploratoire de femmes, j'en reparlerai un petit peu après, qu'on avait réalisé dans le cadre de l'EIS Gare des Mines, donc au nord de Paris. On peut aussi mener des ateliers avec des étudiants, puisqu'on enseigne dans le master d'urbanisme de Paris. Du coup, ces étudiants, c'est donc une population très intéressante, puisqu'ils sont très avertis. On a aussi récemment fait une marche sensible, donc une marche où on va essayer de questionner les 5 sens sur le territoire. Je pourrai en reparler après. Et enfin, donc on va formuler des recommandations qu'on veut le plus opérationnelles possible, faisables d'un point de vue financier, d'un point de vue humain. Donc on les co-construit avec les acteurs avec lesquels qui vont être pilotes en fait de ces actions-là. Donc souvent les directions de la ville, mais les acteurs au plus près aussi du territoire.
Et elles sont ensuite validées, comme je vous le disais tout à l'heure, validées techniquement d'abord avec les directions et ensuite au moment du copil final. Je vous parlais des démarches participatives comme des outils qu'on allait pouvoir développer au moment pour la construction de ces recommandations. On peut aussi faire du benchmark, savoir qu'est-ce qui se fait ailleurs et qu'est-ce qui est bien, sur quel point de vigilance on devrait s'attarder. On peut faire une photothèque aussi des bonnes pratiques ailleurs, des photothèques d'aménagement inspirants. Voilà, donc ça c'est à peu près sur les points clés des EIS qu'on réalise, notre méthodologie, et je vais donc maintenant essayer de voir avec vous comment la santé mentale peut être prise en compte dans ces projets d'aménagement. Je dois quand même vous dire que je suis un peu stressée parce que je viens de réaliser qu'on était filmé et en fait, je crois, c'est la première fois que je suis filmée dans un... Je devrais pas le dire d'ailleurs parce que maintenant je vais être filmée. Mais ça se rajoute un petit... Voilà. Donc, comment la santé mentale peut être prise en compte dans les projets d'aménagement ? Alors, la santé mentale... Alors, vous m'excuserez pour ceux qui sont spécialistes de la question, mais il semblait que ça pouvait être pas inutile de faire un tout petit rappel. Donc, l'OMS va définir un trouble de la santé mentale comme la difficulté à se réaliser, à surmonter les tensions normales de la vie, à avoir un travail productif, à contribuer à la vie de la communauté. Ça va comporter un large spectre de pathologies, comme la dépression, l'anxiété, des phobies, l'autisme, des troubles du comportement alimentaire, des troubles schizophréniques, la bipolarité, des addictions. Ça amène aussi des troubles qui vont toucher toutes les populations, donc peu importe leur âge, peu importe leur sexe, avec un spectre qui est large, qui peut être de transitoire suite à un deuil, suite à une maladie, ou bien ça peut être chronique, permanent. Donc c'est quand même assez vaste, plus ou moins validant, et avec des conséquences qui peuvent être majeures, du handicap, des décès, de l'exclusion. Santé publique France compte 27% de la population qui présente un trouble de la santé mentale, avec en pôle position donc la dépression comme premier trouble, avec 3 millions de cas en France. La santé mentale, elle est influencée donc par des facteurs individuels. Ce que vous voyez, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire cette diapo, mais en tout cas, elle est donc affectée, influencée par des facteurs individuels, donc les caractères génétiques, donc des caractères individuels des personnes. Elle va être influencée aussi par le contexte social, donc la situation économique du foyer, les conditions de vie, d'éducation, de travail, les différentes opportunités. Et puis elle peut être aussi également influencée par les facteurs environnementaux, donc l'accès aux infrastructures, aux services, les croyances, les attitudes, les pratiques culturelles. Et sont pris en compte aussi des facteurs qui sont des facteurs à effet tampon, des facteurs de protection, qui vont être par exemple le sentiment de confiance en soi, la connexion sociale, la qualité du sommeil, ou encore dans les facteurs de protection, le sentiment de contrôle, ou encore on dit aussi l'empowerment, la capacité de résilience, ou encore la participation et l'inclusion sociale. C'est une petite introduction pour maintenant évoquer avec vous comment est-ce qu'on prend en compte la santé mentale dans les projets d'urbain. Donc à notre niveau, c'est vraiment des retours d'expérience. Ce sont nos pistes de réflexion. Vous pourrez les enrichir bien sûr à l'issue de ces présentations. Donc notre première piste de réflexion, c'est de diminuer les sources de stress. Des sources de stress, il y en a beaucoup. Il y a bien sûr le bruit qui vient de l'extérieur, qui peut venir aussi de chez les voisins. Il y a les nuisibles. Donc je parlais tout à l'heure des rongeurs, des punaises de lit. Pour ça, on produit, et d'ailleurs même on produit, nous, Observatoire, des guides de bonnes pratiques à destination des aménageurs pour limiter au maximum la présence, soit l'accès à l'eau, soit l'accès à la nourriture, soit la capacité de nidation des différentes espèces nuisibles.
On attire aussi l'attention sur la vigilance sur les relogements, notamment sur l'IS Port du 20e. Il avait été bien mis en avant qu'il y avait un stress sur un certain nombre de jeunes autour de 25 ans qui allaient être relogés et qui montraient beaucoup de signes d'inquiétude, voire même de dépression, sur le fait de quitter, en fait, le quartier qu'ils connaissaient, les groupes dans lesquels ils évoluaient. Donc voilà, d'amener une certaine vigilance sur ces relogements. Sur les nuisances de chantier, bien qu'il y ait une charte sur ce sujet, d'accompagner les circulations, et puis en l'occurrence de communiquer aussi. Par exemple, à Pau, ils ont beaucoup travaillé sur la communication des différentes étapes de chantier, carrément à réaliser une gazette, ou encore à organiser des visites de chantier régulières, de manière à ce que les gens, les populations, les habitants qui subissent un peu les nuisances liées au chantier, aient une meilleure connaissance de l'évolution de ces chantiers, des raisons pour lesquelles certaines fois il ne se passe rien, certaines fois il y a vraiment beaucoup de bruit. Ce qui était dit aussi, c'est que ça permettait une meilleure compréhension et une acceptabilité des différentes étapes des travaux. À Paris, ce qui peut être fait aussi, c'est d'avoir des espèces de plateformes, comme des points de vue où on voit en fait ce qui se passe. Quand tout n'est pas bâché, ça permet aussi de voir l'évolution des travaux et on sait à peu près où on arrive. J'imagine qu'on s'imagine aussi de voir la fin. Ensuite, de considérer la signalétique. La signalétique, donc avec des indications faciles à lire, faciles à comprendre, peut-être même des temps de trajet, ce qui peut permettre aussi d'encourager à la mobilité et de mieux se repérer dans l'espace. De limiter le sentiment d'insécurité, j'en reparlerai un peu après, ou bien encore d'être vigilant à la précarité énergétique. Donc, sur cet exemple de précarité énergétique dans le logement, on peut travailler à notre niveau sur alimenter le cahier des charges entre les directions de la ville et le bailleur. Donc ça, c'est un exemple de proposition pour assurer le confort d'été et d'hiver des logements. Sur la restauration des protections solaires extérieures, d'isolation des baies, de travailler sur le type de matériaux, la ventilation, l'optimisation des toitures. Donc à la fois de questionner la ventilation pour le renouvellement d'air intérieur, et le confort d'été, mais aussi le confort d'hiver. Sur le thème de lutter contre le sentiment d'insécurité dans l'espace public, la façon dont on avait travaillé sur le secteur de Gare des Mines, c'était de mettre en place une marche exploratoire de femmes. On avait travaillé 2 mois avec donc un groupe de femmes qu'on voyait en atelier une fois par semaine, avec qui on a donc fonctionné pour identifier les différents endroits dans la ville pour lesquels elles pouvaient avoir un sentiment d'insécurité, dans leur quartier, où elles avaient un sentiment d'insécurité. Elles ont co-construit avec nous une 40aine de préconisations qui ont été présentées à la mairie du 18e arrondissement. Et ça a aussi permis, c'est elles qui les ont présentées, et ça a aussi permis de constituer une petite communauté de femmes qui a perduré par la suite, donc qui a permis la mise en place et qui ont mis en place des ateliers réguliers, d'une part, et ensuite on a su aussi que ces femmes ont continué du coup à participer à certaines réunions publiques qui visaient à la fois le réaménagement du quartier, mais aussi d'autres instances comme à l'école, ou donc des instances un peu différentes de l'aménagement. Et ça, on avait travaillé étroitement avec l'équipe de développement local du nord du 18e et le centre social. Donc une deuxième piste, c'est celle de créer des espaces de ressourcement. Du coup, évidemment, de proposer des espaces verts. Les espaces verts sont des espaces de ressourcement. Ça peut être des espaces où on pratique l'activité physique. Ça peut être aussi des zones de calme. Pour ça, on a un certain nombre de recommandations. Donc, on va recommander une accessibilité, donc de réfléchir où mettre
les entrées, de considérer bien le bénéfice lié à la régulation thermique et l'adaptation au changement climatique des végétaux. Donc il faut identifier, on a des guides de bonne pratique aussi pour ça, de réfléchir à ce que les végétaux qui sont choisis ne soient pas des espèces allergènes, ou encore les hauteurs de végétaux qui vont être choisis vont permettre un rafraîchissement. Il faut à la fois des végétaux assez hauts pour permettre de l'ombre, des végétaux à différents, pas trop haut du sol pour garder aussi l'humidité. Donc il y a des recommandations qui vont dans ce sens. Ou par exemple de végétaliser les façades en privilégiant des plantes descendantes et pas montantes, parce que montantes, c'est un peu les autoroutes pour les rongeurs. Et juste pour vous expliquer un peu la complexité parfois qu'on peut rencontrer, là c'est une petite anecdote filmée. Du coup, j'ai visité, vous expliquer la complexité des fois de certaines de nos recommandations qui peuvent être un peu paradoxales. J'ai visité récemment un parc qui a été fait, qui est neuf, qui n'est pas complètement fini d'ailleurs, où ils ont quand même coché un certain nombre de cases. Il y a de l'eau, il y a des plantes odorantes, il y a une petite sente, des bancs, il va y avoir des arbres quand ils pousseront. Donc vraiment un endroit calme, apaisant, un peu éloigné du trafic. On se dit que vraiment là, les cases sont... On va avoir un endroit de ressourcement. On s'assoit sur le banc. Et qu'est-ce qu'il y a juste derrière? Un terrain de basket. Donc, du coup, en termes de ressourcement, alors à 7 heures de la journée où j'y étais, en effet, ils ne jouaient pas au basket. Mais c'était un peu dommage de s'imaginer que ce terrain de basket ait été mis juste derrière cet endroit de repos. Il aurait pu être mis à l'autre bout du parc pour que chacun ait son espace. Ou encore même, ils auraient pu retourner les bancs pour qu'on puisse créer créer un espèce de lien social entre les joueurs et puis les spectateurs, les copains qui viennent. Donc juste pour illustrer, non pas pour critiquer les collègues de la ville, mais juste pour dire que c'est pas toujours facile et il y a parfois des paradoxes. Je parlais tout à l'heure, on en a plein des paradoxes, mais voilà, c'était pour en illustrer. Donc dans les pistes, il y a celle d'encourager la mobilité et l'activité physique, à travers l'activité physique. Donc on peut faire des recommandations de déplacements actifs, sécurisés et agréables en toute saison. Agréable, ça veut dire aussi ombragé. On a recommandé aussi le dispositif de l'îlot en pantoufles pour le maintien de l'autonomie des seniors ou des personnes en perte d'autonomie. C'est-à-dire qu'en fait, on va recommander, une des recommandations, c'est d'avoir des bancs tous les 50 mètres pour encourager les déplacements, pour qu'ils aient des pauses quand ils sortent de leur logement et qu'ils puissent avoir des moments à la fois de pause, mais à la fois de sociabilité. Pas forcément un banc ou un siège, mais peut-être plusieurs, peut-être même ombragés, ce qui va permettre aussi d'être des points d'étape dans le déplacement. Vous avez ici deux exemples. L'exemple de comment ça peut se traduire dans des opérations d'aménagement sur Gare des Mines, où on avait fait une recommandation de boucle qui faisait le lien entre le nord du 18e et Saint-Denis, et d'essayer du coup d'augmenter la porosité en fait, entre les arrondissements, donc le 18, le 19, le nord du 18e, le sud du 18e, et puis Saint-Denis. Et d'avoir des déplacements clairs, lisibles, qui encouragent à se déplacer. Vous voyez ici cet exemple un peu classique où on recommande de mettre en avant des escaliers pour encourager l'activité. Donc on peut aussi recommander de programmer des espaces de rencontre favorables aux liens sociaux, qui peut se traduire par un certain type de mobilier urbain. Du coup, de réfléchir, ça implique des réflexions autour des accoudoirs pour qu'à la fois ils ne soient pas bloquants pour les assises, mais qui permettent de se relever. Donc il y a des réflexions autour de ce type d'assises. Des assises où, par exemple, on va avoir un banc et un banc où il y a un vide qui permet à un fauteuil roulant de s'installer. Donc de réfléchir aussi à toutes les options. De réfléchir aux programmations de rez-de-chaussée. Vous voyez ici deux personnes assises dans le hall de ce rez-de-chaussée où il y a des assises qui ont été prévues
parce que les rez-de-chaussée sont aussi, ou les halls d'immeubles en fait, peuvent être considérés comme la première étape avant de sortir. Donc on peut faire une petite pause et se donner du courage avant de partir faire ses courses, ou bien avant de rentrer. Et là, si on rencontre aussi ses voisins, ça peut être des endroits où on a des opportunités de s'asseoir, parce que parfois, avoir une conversation un peu longue, ça fatigue. Ou même d'envisager, quand on parle de la programmation des rez-de-chaussée, d'envisager dans ces rez-de-chaussée des salles qui pourraient être destinées à des activités qui bénéficieraient à tous dans l'immeuble ou dans la résidence ou dans le quartier. Je pense par exemple soit à des activités type livraison à MAP, on pourrait imaginer ça, ou encore des activités physiques, un kiné qui viendrait, qui ferait des exercices pour tous. Voilà, donc en tout cas de réfléchir à mettre en commun des espaces accessibles au rez-de-chaussée. Voilà, il y a encore aussi des parcs, des cané-parcs qui sont des espaces de rencontre connus. Pour lutter contre l'isolement des seniors, on a aussi recommandé... je suis un peu longue. Je me rends pas bien compte là. Faut que je... Ok. Bon, ça, je vais pas en parler. Du coup, on a aussi recommandé d'amplifier le rayonnement des jardins partagés. Donc là, avec vraiment la possibilité de renforcer des liens intergénérationnels. C'était issu de demandes qu'on avait eues suite à des échanges avec les habitants. Ça permet vraiment d'échanger aussi après avec l'aménageur, avec Paris Habitat, et de faire remonter les demandes des habitants. De travailler aussi, de travailler sur l'hospitalité et l'inclusion dans l'espace public. Du coup, d'installer des toilettes publiques gratuites, adaptées pour les enfants, par leur hauteur et leur taille, d'implanter des points d'eau potable, et d'installer des bornes de recharge du téléphone, mais ça c'est devenu obsolète parce qu'il y en a dans tous les arrêts de bus, de mettre à disposition des box avec des clés bagagerie consigne. Donc ça, c'était une idée aussi pour des personnes qui sont à la rue et qui, du coup, ça a été travaillé avec des collègues des maraudes sociales, de proposer ce type de recommandations, ou bien encore d'installer des bancs équipés de prises alimentées grâce à des petits panneaux solaires. Rapidement, donc, favoriser l'accès aux biens essentiels. Donc, je vous parlais là de recommandations assez techniques, mais on peut faire aussi des recommandations de programmation. Donc, de recommander ce qu'on a fait sur le nord du 18e, de recommander une résidence pour personnes en situation de handicap psychique. C'est une option qui a été retenue. De programmer des centres de santé, de programmer des logements spécifiques de type des LAI, donc dispositifs de logement accompagné pour l'inclusion, de personnes souffrant de troubles psychiques. Alors c'est un dispositif qui n'est pas possible partout dans Paris, mais quand c'est possible, on essaye de le recommander. Et là, dans le IS Hébert que j'avais suivi, dans le 18e, donc, ils avaient proposé d'envisager la programmation d'une maison relais, donc un lieu d'accueil pour les populations précaires ou désocialisées. Donc, je parlais tout à l'heure aussi de co-construire et donner la possibilité de participer au choix, donc soit dans les agencements, soit à travers aussi aujourd'hui ce qui se fait de plus en plus d'urbanisme transitoire. L'urbanisme transitoire, c'est aussi une manière de tester des usages, de voir ce qui marche, et pour l'aménageur, de les programmer ensuite, compte tenu de leur popularité auprès des publics identifiés qui vont pouvoir les utiliser. En conclusion, du coup, j'ai emmené peut-être quelques points de vigilance. Nous, en tout cas, ceux qu'on a, c'est celui des échelles de temps qui vont être très différentes, parfois avec nos interlocuteurs, et en particulier quand il y a des missions qui peuvent être avec des niveaux d'urgence qui ne sont pas du tout les mêmes que celles du projet urbain qui, lui, va voir le jour dans 5 à 10 ans. Donc forcément, il peut y avoir du coup des attentes différentes. La difficulté aussi pour nous de maintenir une dynamique sur un temps long, donc, notamment quand nos interlocuteurs changent au fur et à mesure du temps. Et nos points de vigilance aussi, donc ça va être de mener un suivi des actions qui sont validées en lien avec les différents pilotes des actions. Donc à la fois de réactualiser, de faire le suivi, de sensibiliser. Nos apports, ça va être du coup de pouvoir intervenir directement dans le cahier des charges de l'aménageur et des directions techniques, peut-être souvent plus en amont voilà, assez en amont.
de pouvoir donc faire des recommandations dans la programmation, de proposer, d'ouvrir le champ des possibles, alors avec une photothèque ou notre benchmark. On a aussi, j'en ai pas parlé, mais souvent, on a des aménagements et des actions qui vont s'organiser avant ces 5 à 10 ans, avant ce projet d'aménagement, puisque les échanges nourris vont mobiliser en fait, les équipes avec qui on parle. Et des actions vont voir le jour avant même que le chantier démarre. On peut avoir des soutiens financiers, de l'ARS, de l'ADEME. Et puis, bien sûr, les apports, ça va être la transversalité à travers différentes directions, différents partenaires. Et donc, de partager ensuite une culture commune sur la santé. Des retours qu'on a pu avoir aussi des collègues d'équipes de développement local ou même de la MMPCR, ça va être qu'on apporte... on apporte des connaissances qui sont complémentaires du benchmark qui n'a pas forcément le temps d'être fait par les collègues et des éléments complémentaires sur un territoire particulier qui remontent avec les comptes rendus. C'est assez apprécié qu'on vienne du coup avec notre benchmark, nos références, appuyer des fois des observations que les acteurs du terrain avaient pu faire. Mais là, du coup, ça vient les conforter avec des références scientifiques. On a été... et voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça nous permet aussi d'être une caisse de résonance dans des instances de pilotage du projet d'aménagement, en amont de sollicitations habituelles des professionnels de santé. Et puis aussi, ça permet de mettre en avant des publics vulnérables qui ne sont pas toujours identifiés par les aménageurs, les urbanistes, et de faire des propositions à destination de ces publics. Voilà, je vous remercie. J'avais pas de chrono, j'espère que j'ai pas trop débordé. Merci. Du coup, on va peut-être prendre des petites questions si vous avez autour des EIS. Ça a l'air d'être plutôt calme. Justement, ce qui était intéressant en fait, de présenter en fait, les EIS, c'est que nous, au sein de la mission, en fait, on a sollicité les évaluations d'impact en santé, notamment autour de dispositifs pour les usagers de drogue en fait, dans l'espace public. Notamment, il y avait une EIS qui était faite au niveau de Gare des Mines et au niveau d'Hébert, où du coup, il y avait une préconisation qui était faite de prévoir un espace de repos, pour les usagers de drogue, parce que là, c'est vrai que du coup, on voit aussi beaucoup autour des Parisiens, on va dire, avec logement, mais il y a aussi ce public qui est présent en rue, qui du coup est tenu compte dans les EIS, et voilà, et du coup font des préconisations qui malheureusement ne passent pas systématiquement, mais voilà, du coup, on trouvait que c'était important de montrer en fait ce travail-là qui, bien sûr, tient compte de l'espace, des personnes qui sont dans cet espace, et voilà. Bonjour, j'ai une question parce que vous avez bien dit que ces études se faisaient en amont du projet, mais est-ce qu'il y a des études faites à l'issue du projet pour voir les effets de ces aménagements ? Juste avant que vous donniez le micro, si ça ne vous dérange pas, moi je veux bien que vous présentiez avant de... Alors, je suis Adèle Audion et je travaille à l'Agence régionale de santé du 93. Super, merci. Alors, en fait, on n'a pas eu trop l'occasion de faire ce type de démarche puisque les projets sur lesquels on a travaillé n'ont pas encore vu le jour. Néanmoins, on travaille en effet sur le suivi des actions qu'on a recommandées, au moins dans le cahier des charges ou pour celles qui pouvaient déjà avoir lieu en amont du projet d'aménagement, donc mené par la ville. Pour certaines d'entre elles, on les suit activement, dans la mesure du possible. Y a-t-il d'autres questions ? Non, c'est bon. Du coup, je vais passer la parole à Charlotte pour les espaces sans tabac. Bonjour à toutes et à tous. Donc, deuxième temps de cet échange sur l'aménagement de l'espace pour prévenir les conduites à risque. Donc, je vais vous parler de l'exemple des espaces sans tabac. Alors, en 2 petits mots, la Ligue contre le cancer, donc on est des comités départementaux. Donc moi, je suis au comité de Paris et tous les comités ont 4 missions. Ah, c'est le micro. Alors,
4 missions. Donc, le soutien à la recherche, souvent on est connu pour le soutien à la recherche contre le cancer, l'aide aux malades et aux proches, et le fait d'être des comités départementaux, ça nous permet vraiment d'intervenir sur le terrain auprès des malades et des proches. On a une mission de société et politique de santé, et les espaces sans tabac, ça entre aussi dans cette démarche, puisque l'idée, c'est de représenter les usagers, de faire remonter des choses du terrain, et puis d'aller faire du plaidoyer auprès des élus, des instances. Et enfin, la prévention et la promotion des dépistages dont je m'occupe, et les espaces sans tabac sont également, évidemment, dans ce champ également. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un espace sans tabac ? Il s'agit d'un espace public extérieur, non soumis à l'interdiction de fumer prévue par le décret Bertrand de 2006. Donc, pour un petit rappel, avant 2006, on pouvait fumer dans les restaurants, sur les lieux de travail. Si vous partagiez votre bureau avec quelqu'un qui fumait, c'était autorisé. Et depuis 2006, il y a donc cette interdiction de fumer. Et on s'est rendu compte qu'avant 2006, on trouvait normal de fumer dans un restaurant, on trouvait normal de fumer dans un bureau, dans un milieu professionnel. Et près de 20 ans plus tard, ça nous paraît complètement ahurissant de se dire que c'était possible. Et donc, ça nous permet de nous rendre compte qu'en fait, les représentations évoluent, et notamment autour du tabac. Et un des objectifs, et on le verra dans la diapo suivante, mais c'est vraiment de travailler sur cette dénormalisation du tabagisme, de travailler sur les représentations que l'on peut avoir autour du tabac. Donc la Ligue, dès 2011, a mis en place des espaces sans tabac, avec notamment des plages, des espaces verts, des entrées d'école autour des lieux de santé ou d'équipements sportifs ou de terrasses. Donc l'idée, c'est vraiment de développer ces espaces où on demande aux fumeurs de ne pas fumer. En 2012, la Ligue a créé un label, donc un label national. En 2018, à Strasbourg, tous les parcs sont devenus des parcs sans tabac. Et en 2024, il y a plus de 7000 espaces sans tabac partout en France. Nous, à Paris, on a commencé en 2018 en partenariat avec la ville de Paris. Avant de commencer le projet, on est allé rencontrer l'élu à la santé pour avoir son accord, puisque ce n'est pas quelque chose que l'on peut développer nous seuls, la Ligue. C'est vraiment un partenariat avec la ville de Paris, et en particulier avec la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque, avec qui on travaille depuis 2018 sur le développement de ces espaces. Et puis, avec un financement de l'ARS Île-de-France, dans le cadre du plan de lutte contre les conduites addictives. Donc, on a demandé un financement pour pouvoir justement développer ces espaces, parce que ça prend énormément de temps en plaidoyer et en réalisation. Alors, au départ, en 2018, on a commencé par faire une enquête pour mesurer l'acceptabilité des espaces sans tabac et demander aux Parisiens où ça leur paraissait pertinent de développer ces espaces sans tabac. Avant de les mettre en place, on s'est dit on va interroger d'abord la population et voir où ça leur paraît le plus pertinent. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur la diapo, mais on se rend compte qu'à l'entrée des écoles et des crèches, c'était là qu'il y avait la meilleure acceptabilité. Il y avait 95% des non-fumeurs qui étaient favorables à 90% des fumeurs. Dans les espaces sportifs, au niveau des espaces sportifs, on était à 88% chez les non-fumeurs, 79% chez les fumeurs. Devant les lieux de santé, 84% chez les non-fumeurs, 77% chez les fumeurs. Donc là, c'était les lieux principaux. Et on se rendait compte, par exemple, on avait posé la question des berges de Seine, et là, ça passait pas du tout. On nous disait, vous êtes liberticide, c'est too much. Donc voilà, ça nous a permis quand même de tester et de voir ce qui paraissait le plus acceptable.
Donc nous, l'objectif, et là j'ai déjà commencé à en parler, mais l'objectif premier des espaces sans tabac, c'est vraiment de dénormaliser la consommation du tabac, faire en sorte qu'on ne considère plus que l'acte de fumer, parce qu'on le voit tous les jours dans la vie quotidienne, est un acte normal de la vie quotidienne. Et donc l'idée, c'est de réduire progressivement la visibilité du tabac pour progressivement réduire le tabagisme. Qu'on soit clair, nous, on ne s'attaque pas du tout aux fumeurs, mais vraiment au tabac. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour la Ligue et qui est clair dans notre message. C'est vraiment pour essayer de faire en sorte que le tabac soit moins présent, mais on a quand même une attention particulière et on en a beaucoup discuté concernant les fumeurs. L'idée aussi, et ça c'était très important, c'est ouvrir la voie à une génération sans tabac. Ce qu'on souhaite avant tout, c'est vraiment faire en sorte que les jeunes ne commencent pas à fumer. Et ça passe par la dénormalisation, puisqu'un jeune, quand il voit un adulte fumer, se dit quand je serai grand, je fumerai. C'est souvent, d'ailleurs, les cigarettes en chocolat qui étaient autorisées il y a quelques années, ça servait aussi à ça, pour que les enfants, dès l'enfance, miment le geste de fumer pour avoir l'air d'un adulte, d'un grand. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de faire en sorte de travailler sur la représentation du tabagisme auprès des jeunes en limitant leur exposition. Et dans le plan de lutte contre le tabagisme, il y avait donc une mesure qui était un objectif d'une génération sans tabac à l'horizon 2032. L'idée aussi, c'est d'offrir un cadre de vie plus sain, non seulement parce que on a moins de fumée sur ces espaces, donc quand vous êtes moins soumis au tabagisme passif, et aussi à cause des mégots, puisque à Paris, il y a 350 tonnes de mégots qui sont ramassés à Paris. Donc l'idée, c'est aussi d'aborder cette question-là de l'environnement et de la propreté des espaces publics. Et enfin, un des derniers objectifs qui était important pour nous, c'est l'idée d'amener les fumeurs à s'interroger sur leur tabagisme. Alors, sur leur tabagisme, sur leur souhait peut-être de diminuer leur consommation ou d'arrêter, et également de se dire finalement, pourquoi on me demande de ne pas fumer devant une école ou devant telle ou telle structure, et finalement, est-ce que fumer devant mes enfants, c'est peut-être quelque chose que je peux éviter? Donc voilà, c'est amener le fumeur à s'interroger de manière globale sur sa consommation et éventuellement de réfléchir à un arrêt. Alors, concrètement, à Paris, alors on a une signalétique spécifique. Vous voyez à gauche la signalétique qui est proposée par notre Ligue nationale. Qu'on a présenté à la ville de Paris, et en fait elle n'avait pas été retenue par la ville de Paris, puisqu'il y avait à ce moment-là une nouvelle charte graphique de la ville, et donc on s'est inscrit dans la charte graphique de la ville de Paris, et puis aussi parce que après plusieurs discussions, la ville ne souhaitait pas une interdiction de fumer formelle avec une cigarette barrée, justement pour ne pas donner l'impression de stigmatiser les fumeurs. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit logo qui a été créé avec une cigarette nouée, où l'idée c'était de demander aux fumeurs de ne pas allumer sa cigarette, sur un ton un peu humoristique, voilà, en tout cas moins dans le côté interdiction qu'une cigarette barrée, pour faire comprendre qu'on demande de ne pas fumer, et un message qui est merci de ne pas fumer, qui est une invitation à ne pas fumer, et pas une interdiction pure, mais vraiment demander aux fumeurs de ne pas fumer. Et il n'y a pas d'arrêté municipal à Paris, contrairement à certaines villes qui ont mis en place des arrêtés municipaux. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas être verbalisé à Paris si vous fumez dans un espace sans tabac, mais on est vraiment dans une démarche, enfin c'est ce que souhaitait la ville, une démarche plus pédagogique, où on veut sensibiliser les fumeurs au fait de ne pas fumer dans certains endroits.
Alors, actuellement, on a, en fait, le chiffre est un petit peu dépassé. On est à plus de 500 espaces sans tabac actuellement à Paris, mais on a parfois du mal à avoir toutes les adresses. Donc, en tout cas, notre cartographie actuellement recense 460 espaces sans tabac. 362 aux abords des crèches et écoles primaires. Donc l'essentiel de nos espaces sans tabac sont aux abords de lieux qui accueillent des enfants et des petits-enfants. On a 7 espaces sans tabac devant des centres de santé, 18 devant des collèges. Il y a 52 parcs ou squares, c'est plutôt des squares en fait à Paris. C'est des petits, c'est pas comme à Strasbourg où ce sont tous les parcs. Là, c'est essentiellement des petits squares à Paris qui sont sans tabac. Et il y a 21 équipements sportifs. Vous avez la cartographie qui est sur le site de la ville de Paris. Alors, je vais prendre plusieurs espaces sans tabac. En fait, au départ, on a commencé par des expérimentations, c'est-à-dire que la Ligue, nous, on faisait du porte-à-porte. On allait rencontrer les directeurs d'école et on faisait des inaugurations devant chaque école avec le maire. Donc là, vous avez plusieurs inaugurations avec le maire et différentes personnes pour marquer, d'abord pour faire de la communication et puis parce qu'au début, il fallait convaincre. Et au départ, ce n'était pas forcément évident malgré le fait qu'on avait observé quand même une bonne acceptabilité. Il a quand même fallu au départ vraiment convaincre les directeurs, les élus de l'importance de développer les espaces sans tabac. Donc on était plutôt sur du volontariat. Et puis petit à petit, notamment aux abords des écoles, les élus se sont rendus compte qu'il y avait une très bonne acceptabilité, que c'était bien reçu, et notamment parce qu'en fait, quand on allait faire les inaugurations, on allait avec des petits questionnaires auprès des parents, des nounous, pour voir ce qu'ils en pensaient, et on avait toujours des retours très positifs. Et donc, au bout d'un certain temps, le premier qui a souhaité une généralisation, c'est le maire du 19e. Il nous a dit, maintenant, je veux des espaces sans tabac aux abords de toutes les écoles de l'arrondissement pour que toutes les écoles puissent bénéficier de ce dispositif. On a fait les centres de santé également, après avoir échangé avec les directeurs de tous les centres de santé. Ça nous paraissait important de manière symbolique parce que c'est vrai que quand vous arrivez dans un centre de santé de la ville de Paris et que vous avez des blouses blanches qui sont en train de fumer une cigarette aux abords du centre ou des personnes qui viennent et qui fument devant le centre, on se dit que ce n'est pas très cohérent avec la santé et que des malades qui rentrent dans le centre, ils n'ont pas forcément envie d'arriver dans un nuage de fumée. Donc ça a été aussi assez vite accepté, même si, quand on a rencontré les directeurs, ils craignaient plus pour leur personnel, parce qu'ils ont du personnel soignant. Donc comment on fait? Et on avait un certain nombre de questions auxquelles il a fallu répondre pour voir comment on mettait ça en place et comment on le faisait accepter par le personnel. Et c'est très bien passé. Donc on a mis en place des espaces sans tabac devant les 6 centres de santé de la ville de Paris. Les parcs et jardins, donc en fait, on a mis en place avec la ville donc, une signalétique qui est un petit peu différente parce qu'il y a une signalétique spécifique au parc. Et dans un des parcs, le premier où on l'a mis en place, on avait fait une collecte de mégots avec des centres de loisirs qui avaient participé également à toute une série d'activités dans ce square. Et enfin, récemment, on en a développé aux abords des équipements sportifs du 19e arrondissement. Alors là, l'argumentaire, on l'a retravaillé avec la mission métropolitaine en faisant notamment une affiche pédagogique, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de sportifs qui considéraient que finalement, comme on fait du sport, ça nettoie les poumons et donc c'est moins grave de fumer quand on est sportif. Donc on l'entendait, et en discutant avec des directeurs et des équipements sportifs, ça ressortait également. Donc ça nous paraissait important justement d'avoir cette affiche pédagogique et un petit film de présentation qu'on a réalisé pour expliquer qu'avant une activité physique, fumer
c'était vraiment pas bon puisqu'on inhale du monoxyde de carbone et donc le corps est moins bien oxygéné, c'est vraiment pas une bonne idée. Et alors, après le sport, le fait d'avoir les alvéoles bien ouvertes, le fumer tout de suite après, c'est pas bon non plus. Donc voilà, on a développé cet outil pédagogique avec la ville qui le propose maintenant dans les différents centres sportifs. Puis vous voyez aussi sur la signalétique, alors qui a un petit peu évolué au niveau des espaces sans tabac, on a mis un QR code qui renvoie maintenant vers toutes les consultations d'aide au sevrage tabagique qui sont proposées par la ville de Paris. Donc ça, c'est aussi sur le site de la ville de Paris qui a recensé donc toutes ces consultations pour proposer un accompagnement au sevrage tabagique. Donc, les espaces sans tabac, comme vous venez de le comprendre, donc c'est une signalétique. Des inaugurations, donc on fait de la communication. C'est vraiment important de faire savoir que les espaces sans tabac sont mis en place. Des actions de sensibilisation auprès des usagers qu'on fait au moment des inaugurations, des petits flyers explicatifs qu'on donnait ou qu'on mettait dans les carnets de correspondance dans les écoles. Et puis, on propose également des réunions d'information à destination des personnels et des différentes structures. On propose également des projets pédagogiques. Donc, au niveau des CM2, on a un agenda scolaire qui est donné à tous les enfants de la ville de Paris qui est porteur de messages de prévention. Et il y a des messages de prévention du tabagisme. Et il y a une page également sur les espaces sans tabac au sein de l'agenda. Et d'ailleurs, cette année, l'agenda scolaire, on avait mis le petit panneau rue aux écoles et un petit panneau qu'on voit de loin, espace sans tabac, puisque l'agenda représente un abord d'école d'une école. Et puis on intervient aussi avec un programme sur le tabac qui s'appelle Explo Tabac. Donc on intervient notamment en CM2 et au collège. Est-ce qu'il y a des questions sur le dispositif à ce stade? Non. Alors je vais parler maintenant rapidement. En fait, on a mené une évaluation en 2024 qui a été financée par l'ARS Île-de-France, qui a été menée donc par une élève en master à l'école des hautes études de santé publique sous la direction du professeur Karine Galopel-Morvan. Et donc a été riche d'instructions pour nous, puisqu'on s'est rendu compte d'un certain nombre de choses qui fonctionnaient, d'autres qui fonctionnaient moins bien. Et donc ça nous permet d'aboutir à des recommandations. Et donc, notamment, cette évaluation nous a permis de voir qu'à partir du moment où on a généralisé les espaces sans tabac, où ça a été proposé de manière un petit peu à plus grande échelle, il y a des choses qui ont peut-être été un peu moins, sur lesquelles on a été un peu moins attentif, et notamment sur la visibilité de la signalétique. Et donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait des écoles, par exemple, où la signalétique était vraiment en façade, bien accrochée, bien visible. Et puis, des écoles, finalement, où la signalétique a été posée sur les barrières de manière peu visible, et on observe beaucoup plus de mégots dans ces endroits-là, puisque finalement, les gens ne voient pas qu'il s'agit d'un espace sans tabac et donc continuent de fumer. L'évaluation a été faite auprès des passants et des usagers des espaces sans tabac. Donc on a eu 545 questionnaires qui ont été traités aux abords d'une soixantaine d'écoles. Donc en fait, c'est la diapo suivante. On a interrogé les passants, les usagers, pour essayer de mesurer leur connaissance des espaces sans tabac, la visibilité de la signalétique, leur acceptabilité, la perception qu'ils en avaient, les effets perçus sur les comportements et la perception du respect.
Et donc, la population était interrogée devant les écoles entre 16h et 19h avec un questionnaire qu'on renseignait sur des téléphones portables. Donc, essentiellement des femmes ont répondu, 39% d'hommes, beaucoup de passants, et 30%, 31% étaient des parents d'élèves ou des nounous. 49,5% de non-fumeurs, 27,7% d'anciens fumeurs et 22% de fumeurs, ce qui est conforme à la population actuellement. Alors, sur la connaissance des espaces sans tabac, on s'est rendu compte que seulement 35% des personnes qui passaient devant l'établissement scolaire avaient vu le panneau et savaient qu'il y avait un espace sans tabac. D'où l'importance d'avoir une signalétique vraiment visible. Et puis se dire que un panneau, ça ne suffit pas forcément. Et lors justement de l'enquête, ça a été l'occasion pour nous justement d'expliquer ce qu'est un espace sans tabac et de faire de la pédagogie. Et on s'est rendu compte bien sûr qu'il y avait une meilleure connaissance des espaces sans tabac par l'équipe éducative, donc les personnels, les nounous, les parents d'élèves, par rapport aux passants qui étaient bien moins attentifs puisque ils passent pas forcément tous les jours ou en tout cas ils y prêtaient pas forcément attention. Sur la visibilité des panneaux, 43% pensaient trouver les panneaux visibles, 56% trouvaient qu'ils n'étaient pas assez visibles. Pourtant, vous avez vu, ils sont quand même, moi, ils me paraissent assez visibles avec cette couleur orange et ils font 50 x 70 cm. Et 20% trouvaient qu'ils n'étaient pas bien placés. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une meilleure visibilité dans le 18e arrondissement par rapport aux autres arrondissements. Et effectivement, les panneaux étaient plus fréquemment mis en façade dans le 18e arrondissement. Sur l'acceptabilité des espaces sans tabac, on retrouve les chiffres que je vous ai montrés au début, même plus importants. 95% des personnes avaient une opinion favorable des espaces sans tabac, donc très fort taux d'acceptabilité. Et concernant les objectifs, alors la première question était une question ouverte. Donc quand on demandait aux personnes, selon eux, à quoi servent les espaces sans tabac, tout de suite, le premier objectif qui était évoqué, c'était protéger la santé des enfants et des populations. Ensuite, lutter contre le tabagisme passif, qui n'était pas un des objectifs qu'on avait retenus dans notre argumentaire, parce qu'on se disait qu'on était à l'extérieur et que ça avait moins d'impact. Or, c'est quand même quelque chose qui est ressorti spontanément assez fréquemment. Donner le bon exemple aux enfants, protéger l'environnement. Voilà, et dénormaliser le tabac arrive plus bas quand on demande spontanément. En revanche, quand on propose plusieurs objectifs et qu'on leur demande s'ils sont d'accord, pas d'accord, on voit bien que donc à près de 90%, ça permet de diminuer la visibilité du tabac auprès des enfants, de protéger l'environnement, de proposer un environnement moins pollué par la fumée du tabac, etc. Alors, sur les effets négatifs perçus par les personnes, il y a encore près de 70% qui ne sont pas d'accord avec le fait que les espaces sans tabac stigmatisent les fumeurs, puisque c'était une des questions et cette crainte qu'on avait de stigmatiser les fumeurs. Et la question de la privation de liberté, il y a 75% qui ne sont pas d'accord avec cette idée-là, mais ça veut dire qu'il y en a quand même 21% qui pensent que ça prive les fumeurs de liberté. Voilà. Et sur le respect des espaces sans tabac, 49% considèrent que les espaces sans tabac sont respectés. 23,5% n'ont pas répondu à la question parce qu'en fait, ils ne se sont pas posé la question et c'est compliqué pour eux de se demander si c'est respecté parce qu'ils n'avaient pas forcément vu le panneau. Et dans ceux qui ne sont pas d'accord ou plutôt pas d'accord, on est à 27%.
Alors, ce qui était intéressant quand même aussi, c'est les effets sur les comportements et sur le confort des personnes. Donc, quels impacts a eu l'espace sans tabac implanté devant cet établissement scolaire? Alors, il y a bien sûr, tout n'est pas complètement positif. Pour 58% des fumeurs, ça n'a eu aucun impact, mais 22,6% disent ne plus fumer dans les lieux ouverts où il y a des enfants. Donc ça fait quand même partie des objectifs d'amener les fumeurs à réfléchir à leur consommation et aux lieux où ils fument. Et 18,5% ne fument plus au moment de la sortie des classes. Ça veut dire qu'il y en avait peut-être qui ne fumaient pas déjà au moment de la sortie des classes, mais en tout cas, il y en a qui ont pris conscience et qui font beaucoup plus attention maintenant à ne plus fumer au moment de la sortie des classes. Et sur les anciens fumeurs ou les non-fumeurs, 23,5% trouvent que les trottoirs sont plus propres, 21,8% respirent moins de fumée toxique et 20% considèrent que l'air est plus agréable. Donc, si on regarde l'évaluation d'impact sur les points forts, il y a un fort taux d'acceptabilité des espaces sans tabac, une bonne compréhension des objectifs. Globalement, quand on donne les éléments et qu'on l'explique et qu'on en parle avec eux, et il y a quand même un effet sur le confort et les comportements, même si bien sûr ça ne concerne pas tous les usagers. Et sur les points à améliorer, il y a la question de la visibilité, comme je l'ai dit, du respect à améliorer. Donc ça aussi, c'est à réfléchir. Comment on fait pour que les espaces sans tabac soient bien respectés. Et puis, je pense qu'il faut aussi faire de la pédagogie pour mieux faire connaître les espaces sans tabac et continuer les médiations qu'on a pu faire à l'occasion de l'évaluation. On est dans les temps ? Oui. Alors, rapidement, là c'est beaucoup plus rapide, on a fait également une évaluation de processus, c'est-à-dire qu'il y a eu des entretiens semi-directifs qui ont été menés auprès d'élus, de responsables d'établissements. Et en fait, on s'est rendu compte que la communication est souvent insuffisante. C'est vrai qu'on a fait de la communication au moment des inaugurations, mais pour que le message passe, c'est important de revenir à plusieurs reprises et de continuer à communiquer. Souvent, il n'y a pas forcément eu de relais ensuite auprès des personnels ou des parents d'élèves, surtout quand il y a eu la généralisation. Et donc, parfois, c'était trop descendant et pas suffisamment participatif au moment de la généralisation. D'où l'importance, finalement, d'accompagner le dispositif. Et même si on souhaitait développer les espaces sans tabac, il nous est apparu important, au final, de prendre le temps de l'accompagnement. Donc, si on revient aux recommandations, l'idée, c'est de renforcer la communication à tous les niveaux du projet, que ce soit de la pédagogie auprès des personnels des structures et des élus. Peut-être de réaliser un guide à l'attention des agents pour expliquer les objectifs, les modes d'implantation, comment communiquer et fournir des outils systématiquement. Et puis au niveau des usagers, de la même manière, mieux communiquer et puis mettre en place alors des ambassadeurs espace sans tabac ou en tout cas aller prendre le temps d'expliquer ce que sont les espaces sans tabac. Donc, en conclusion, un aménagement de l'espace, ça peut réduire l'attrait du tabagisme et encourager des comportements plus sains. On a pu l'observer. Mais ça s'inscrit dans la durée avec la nécessité de faire de la pédagogie et de la communication et de répéter. On l'a vu, ça permet quand même de changer les représentations autour d'un produit. Il y a des évolutions. Et dernière chose qui est importante, c'est que lors de l'annonce du dernier plan national de lutte contre le tabagisme, il y a eu une mesure de l'axe 3 qui est instaurer de nouveaux espaces extérieurs à usage collectif libérés du tabac. Donc
tous les lieux qu'on avait définis à la Ligue. Donc, normalement, il doit y avoir un décret. Ça fait partie, en fait, du travail qu'a fait la Ligue, justement, en développant les espaces sans tabac. C'était de montrer qu'il y avait une acceptabilité et qu'il fallait que ce soit quelque chose qui concerne tous ces espaces. Donc voilà, normalement, les décrets devraient sortir et ça devrait être généralisé, mais c'est important, il me semble, d'accompagner, en tout cas, d'expliciter la démarche pour que ça continue à être bien accepté. Voilà pour cette présentation. Merci Charlotte. Du coup, est-ce que vous avez des questions sur les espaces sans tabac, enfin sur la présentation ? Si je vole le micro à personne, mais il est vrai que nous arrivons en fin de journée et je pense que du coup tout le monde fatigue. Moi, je me demandais juste, c'était super intéressant de vous écouter l'une après l'autre. Du coup, ça me faisait un peu quelque chose de croisé, comme on réfléchit effectivement dans le cadre de nos espaces sans tabac dans la ville de Paris, notamment devant les équipements sportifs, comment on peut les rendre plus vivants. Et j'écoutais ce que tu disais, Gabriel, sur aussi l'accompagnement que vous avez pu faire, ce travail avec les femmes, et autour des travaux, qui, je trouve, est assez intéressant et inspirant. Je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'un petit livret des travaux, moi-même, ça m'agacerait peut-être moins de voir le bout des choses, une gazette. Donc ça nous interroge, y compris d'ailleurs nous, dans les secteurs où on implante des dispositifs pour les usagers de drogue avec les riverains autour. Ça peut être quelque chose qui peut être intéressant à travailler de cette façon. Mais je me demandais, alors attention, je rêve probablement, parce que ça demande quand même du temps humain non négligeable, mais à quel point ce ne serait pas intéressant, sur certains déploiements d'espaces sans tabac, de penser un petit dispositif comme ce que tu évoquais là, de travail avec certaines familles qui peuvent être par exemple les parents délégués, des choses comme ça, les enfants, un travail dans les classes, ou là les équipements sportifs avec les profs de sport. Effectivement, et ça pourrait être dans le petit guide à destination des usagers ou des personnels. Mais moi, je suis passée devant une école où il y avait un espace sans tabac et j'ai vu des dessins d'enfants. Donc, c'est les enseignants qui ont pris l'initiative de faire réaliser aux enfants des dessins autour des espaces sans tabac. Et ils les avaient plastifiés, les avaient mis à côté du panneau. Et j'ai trouvé que c'était une super démarche, en fait, pour faire réfléchir les enfants aussi à pourquoi on met en place des espaces sans tabac. Et ça permettait aussi d'illustrer et de sensibiliser les familles à travers les messages d'enfants qui accompagnaient le panneau. Donc effectivement, je pense qu'il y a des choses complémentaires qui peuvent être faites, mais ça prend effectivement du temps. Mais je pense que ça a tout son sens en fait. Peut-être juste pour terminer, en tout cas, ça peut être à réfléchir, peut-être se faire, comme tu dis, un petit livret rétexte, qu'on pourrait remettre effectivement en disant des propositions d'accompagnement du déploiement d'espaces sans tabac. Nous, on peut faire un truc un peu général pour tous les profs, comme on a pu le faire dans les équipements sportifs, en visio ou autre, par exemple. Et puis après, donner un petit kit starter en disant, voilà des idées d'activités que vous pourriez faire pour que les gens s'approprient cet espace et comment le faire vivre régulièrement pour que ça ne devienne pas effectivement un panneau oublié et caché. Je voulais savoir si le tabac, vous incluez la cigarette électronique dedans. Alors, oui, la cigarette électronique est inclus dedans. Alors, c'est compliqué comme question parce que dans le cadre de la réduction des risques, nous, on est très favorable à l'utilisation de la cigarette électronique par les personnes qui veulent arrêter de fumer. Le seul problème par rapport aux espaces sans tabac, c'est la gestuelle et le fait que ça ressemble à une cigarette. Donc, pour des enfants, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que les espaces sans tabac aux abords des établissements scolaires, ça concerne et les cigarettes et les
vape. Mais encore une fois, pour nous, on n'a pas du tout la même représentation de ce qu'est une cigarette et de ce qu'est une vape. Mais pour les espaces sans tabac, de par la gestuelle, ça nous paraît plus pertinent de ne pas utiliser la vape non plus par rapport à la représentation qu'on peut avoir. Et puis c'est vrai que ça s'appelle cigarette électronique encore. Enfin voilà, il y a quand même l'association. Mais on n'a pas effectivement la même image de la cigarette électronique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Écoutez, merci à tous. Enfin, merci à Charlotte et à Gabriel pour votre présentation. Merci à vous d'être venus. On vous attend demain pour la suite, pour ceux qui peuvent venir, bien sûr. Voilà, il reste des jus et des... Bon, voilà, le message est passé. Donc, merci à tous. On vous souhaite une bonne soirée et puis à demain.